Salut à tous, c'est Bismart, c'est parti, donc réforme des retraites. On va regarder ça, mais pas seulement. On va aussi parler, vous allez voir ça, environnement bancaire, choc des taux, ça m'intéresse, et puis industrie. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Et donc, Nicolas Mérindol qui est avec nous. Salut Nicolas, fondateur de Carmin Finance, qui accepte pour nous de commenter l'actualité bancaire, parce qu'il faut le faire de temps en temps, cette actualité bancaire. Donc en fait, mais je fais ça aussi avec Bertrand Martineau sur le travail, c'est-à-dire je mets de côté les trucs qui tombent sur 3 mois, et puis je t'appelle et on en parle. Et donc là, bah tiens, on va voir, c'était un titre des Échos, alors c'est toi qui vas me dire s'il est... Enfin, en fait, même quand on lit l'article, le titre était un peu pushy, mais c'est pas moi qui vais reprocher aux Échos de faire de la vente. Et donc ça, c'était toute fin décembre. Le superviseur, donc c'est en l'occurrence la Banque de France, hein, le superviseur, qui alerte sur le défi de choc de taux. En quoi est-ce que, a priori comme ça, moi je me dis c'est une bonne nouvelle pour les banques, les taux qui remontent. Absolument. En quoi est-ce que ça peut créer un bug et un choc ? Les banques ont, dans le fond, si on résume en macro, elles ont 3 métiers. Elles sont distributrices de produits, donc c'est les réseaux, c'est la banque à distance, comment j'accède à mon client. Ouais. Elles ont un deuxième métier qui est de transformer des ressources, donc la collecte de dépôts par exemple, en crédit. Ouais. Donc pourquoi c'est une transformation industrielle, comme on transformerait une matière première en un produit fini? C'est parce qu'un dépôt, il arrive dans la banque, il peut être retiré à tout moment, et le crédit, c'est sur du 10 ans, 5 ans, 15 ans, 20 ans. Crédit immobilier jusqu'à 20 ans. Donc il y a un métier de transformation. Puis un troisième métier qui est le risque. Donc la problématique des taux, c'est celui de la transformation. Donc en fait, pendant ces années folles où les taux d'intérêt étaient jusqu'à négatifs, ces crédits pendant 20 ans sont à des taux très très bas. Immobilier, 1%. Quand les taux sont passés, on s'était habitué. Quand les taux sont passés de 1% à 1,20, à 1,30, on a commencé à crier à la folie. Donc, mais on est en train de prêter à 1% pendant 20 ans. Lorsque les taux remontent, la ressource qui est à vue, qui n'est pas encore transformée, elle est... Les comptes de dépôt. Il faut aller la chercher tous les jours. Les banques vont la chercher tous les jours. Tous les jours. Il n'y avait pas de compte à terme. Quand j'avais un dépôt et que les taux d'intérêt étaient à 0, quelque chose, je me fatigue pas, je laisse sur mon compte de dépôt. On est bien d'accord. Quand je vois les taux d'intérêt monter à 1%, 2%, 3%, 4%, je retire l'argent qui est sur mon compte de dépôt et puis je le place à 1%, 2%, 3%. Sauf que j'ai toujours mon crédit à 1% en face quand je suis le banquier. Je comprends. Donc le choc des taux, c'est chaud. C'est cette période intermédiaire où j'ai pris des engagements très long terme à des taux très bas, parce qu'on vient de taux très bas, et que les taux montants, c'est d'abord le coût de ma ressource qui sert à financer mes crédits, qui sont à équivalent taux variable, et qui, eux, subissent cette montée de taux d'intérêt. Là, on parle de montants importants, parce que de centaines de milliards multipliés par 1%, par 2%. Donc j'ai un coût de la ressource qui augmente, mais mes placements ne changent pas. Le coût de la ressource, donc c'est ce qu'on appelle le coût de refinancement des banques. Le coût de refinancement, voilà. Donc, il est où et sur il est les marchés? Combien aujourd'hui à peu près? Il y a ce qu'on appelle, il y a 2 grands paquets en fait. Il y a tout ce qui est épargne réglementée, donc qui était donc le livret A, partie sert au logement social, aux ESH, et l'autre partie à la banque. Celui-là, il commence à être rémunéré à 2,5%. L'épargne logement, les comptes à terme. Alors, elle n'est pas réglementée, mais il y a quand même des décalages dans le temps pour que les taux d'intérêt se mettent en place. Et puis l'État, les ressources purement financières que je vais chercher sur le marché interbancaire, sur le marché financier. Donc, dans le deuxième cas, je suis les taux du PIBOR, les taux d'intérêt de la référence, c'est l'OAT, c'est l'emprunt sans risque, plus le risque de la banque. Ah donc c'est autour de 3% aujourd'hui? Si je me mets sur la même durée, je vais monter jusqu'à... si je veux neutraliser ma transformation, faire du long avec du long, ce qui est la gestion saine qu'on demande à n'importe quelle entreprise, mon coût économique, c'est un équivalent de 3%. Et donc, je me retrouve avec des ressources. Et avec seulement 1% de revenus pour ce 3%. L'épargne réglementée, elle va monter, elle est un peu décalée dans le temps, mais elle va monter aussi, elle va grimper aussi. Donc, les banques ont ce choc-là. Ceci étant, ça, c'est la période intermédiaire. Parce que, en rythme de croisière, normalement, j'ai une courbe des taux, ce qu'on appelle la courbe des taux, qui a une pente positive, c'est-à-dire que les taux d'intérêt à court terme sont plus bas que les taux d'intérêt à long terme, c'est l'approche classique, ce qu'on n'a pas eu pendant des années, mais c'est l'approche saine et classique.
Donc la logique veut que ma ressource à court terme ait un taux d'intérêt plus bas que ma ressource à long terme. Donc en rythme de croisière, quand on aura passé cette période-là, le crédit immobilier sera à long terme à des taux plus élevés que mes ressources à court terme. Mais pendant cette première période, je perds de l'argent. A contrario, quand les taux baissent, j'ai engrangé des crédits immobiliers à taux plus élevés sur des durées plus longues et j'ai les coûts de ma ressource qui baissent. Donc là, on est dans une phase... On sort d'une phase un peu compliquée qui était déraisonnable. On revient à une courbe des taux positive, mais mon bilan il change pas à la vitesse du marché. Il faut que le stock de crédit immobilier se remplace au nouveau taux, mais tout ce que j'ai engrangé, j'ai ce choc de taux, des taux très bas à l'actif et des taux qui vont monter plus vite au passif. Et c'est vrai pour les compagnies d'assurance, parce qu'on parle des banques. Les assureurs, c'est pareil. Ils ont cette problématique, c'est que l'épargnant qui a mis en assurance vie et qui a la possibilité de retirer son épargne vie pour la mettre sur un autre, oui, tout à fait, dans une autre compagnie d'assurance. L'assureur, pour garantir, pour chercher du rendement, pour chercher de quoi payer la prime annuelle et rester dans les statistiques attendues par l'épargnant, il place long. Et il achète en particulier, par exemple, on en avait beaucoup parlé en son temps, des dettes d'État. Des dettes d'État. La dette d'État, c'est sur une durée, c'est pas du. Il est même, il faut le dire un mot, il est même d'une certaine manière obligé par son régulateur à acheter de la dette d'État. La réglementation encourage vivement la consommation de fonds propres, etc. Encourage vivement le placement sur de la dette d'État. Donc, tant que les taux d'intérêt étaient bas à court terme ou à long terme, on constatait tous, malheureusement, que la rémunération de mon portefeuille d'assurance vie était bas. Là, ce qui va se passer au début 2024, c'est que les épargnants vont voir que le compte à terme, d'autres produits, les produits à taux réglementés ont monté, mais l'assureur vie sur son stock, il ne va pas pouvoir monter aussi vite. Ah, mais il va falloir Donc il y a un risque. Ouais. Il y a un risque. Il va falloir qu'il suive. Il a un compte d'exploitation, une sortie économique à faire. Et lui, il est encore plus en risque parce que là, c'est de la décollecte. Il y a un risque de décollecte. Absolument. Donc il faut le gérer. Alors il y a des provisions mathématiques qui sont prévues. Évidemment, il n'attend pas que l'événement arrive pour s'en soucier. Mais il a un vrai sujet dans cette période intermédiaire. C'est non seulement les banques ont ce choc de taux, mais les compagnies d'assurance ont ça à gérer également. Et puis la compagnie d'assurance vie. Je parle pas de assurance vie. L'alternative est limitée quand même parce que j'ai vu. Alors c'est bien parce que je comprends parce que j'ai vu effectivement une reprise de la collecte sur le livret A, etc. Voilà, ce sont des gens qui sont en train d'arbitrer, mais à des montants qui sont quand même limités en ce qui concerne l'épargne réglementée. Oui, mais l'assurance vie, c'est aussi beaucoup. Ce sont des millions de petits portefeuilles. On ne parle pas des gros acteurs. Ce sont là je parle de la banque commerciale grand public. Donc c'est si tout le monde se met à 10 000 euros, 10 000 sur un livret A, moins 10 000 sur l'assurance vie. Le plafond du livret A, ça doit être 20 000 euros, quelque chose comme ça. Donc ça va vite. Donc ça va vite. C'est une vraie problématique. Donc en résumé, ce choc des taux, il est réel et il va être assez significatif en 2023 pour les banques et à gérer pour les compagnies d'assurance. Mais en dynamique, on repart sur quelque chose de sain, où on aura une courbe des taux et les banques qui feront leur métier de transformation en ayant une juste rémunération, un actif plus long, je le transforme, une ressource plus courte, la ressource plus courte doit être moins chère que l'actif plus long. Et les banques ont les moyens de gérer ce choc ? Oui, ça va, elles ont les ressources, le bilan nécessaire pour pouvoir parce gérer ce que choc. Malgré la rapidité et la violence de cette parce qu'en permanence, ce qu'on appelle de la gestion ALM, donc Asset and Liability Management, c'est-à-dire la gestion de l'actif et du passif, donc de cette fameuse transformation. Mon passif, c'est mes ressources, mon actif, c'est mes emplois. Ça fait partie du cœur du métier, comme je le disais, distribution, transformation, risque. Donc il y a des équipes qui sont dédiées en permanence, qui font des simulations. Il y a une réglementation qui l'accompagne. Il y a des contraintes réglementaires. Il y a des fonds propres qui sont alloués à cette activité. Je lisais que le réglementaire, alors le régulateur britannique trouvait justement, alors il y a eu évidemment ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, qui a été un choc pour l'ensemble de l'industrie. Oui. Sûr. Ah ouais. De la violence de ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Et trouvait justement le monde bancaire, alors britannique en l'occurrence, trop optimiste sur cette vision que tu viens de décrire. Oui, et alors il y a
il faut reprendre mes 3 piliers. Il y a aussi, donc, maintenant, il y a le pilier risque. Il y a le pilier risque. Qui est un risque le risque au sens risque de contrepartie, est-ce que mon client va me rembourser ou pas? Et le risque de marché, est-ce que mon actif coté, valorisé au jour le jour, mark to market, est-ce qu'il va se dégrader ou pas? Si les taux d'intérêt montent, tout ce que j'ai en mark to market à taux fixe, la valorisation de marché baisse. C'est clair. Donc je dois le provisionner. Bon. Donc là, il y a une petite confusion dans l'esprit des gens. Donc on a eu une année, on s'en souvient, 2021 pour les banques, très très belle année. Ouais. Des résultats records. Et puis, donc, l'économie s'est posé la question de dire attention au risque de contrepartie, on rentre dans une phase de crise, donc on n'y revient pas là, sur tous les attendus de cette crise. Donc, forcément, ça a un impact sur nos entreprises et donc des problématiques de remboursement sur nos entreprises, donc des provisions à passer sur le risque crédit. Et les fameuses faillites, et la fameuse problématique des procédures collectives, dont on n'a pas vu, on a vu qu'elles étaient, pour faire simple, presque divisé par 2 pendant la période Covid. Ouais. On a dit ça va redémarrer en 2022 et y compris rattrapage. Ouais. Donc on a un double effet en termes d'amplitude. On le voit pas pour l'instant ce Et rattrapage. on l'a pas vu. Voilà. On l'a pas vu. Alors ça redémarre là maintenant, visiblement, c'est ça. Voilà. Hein, tu es juge au tribunal de commerce de Marseille. c'est-à-dire que ce que l'on anticipait comme visible ou devait être vu en 2022, ça veut pas dire que franchement il y a eu un excès d'optimisme sur l'interprétation du fait que ça ne se soit pas réalisé. Écoute, je lisais C'est un effet toute report. récente étude BPI France qui disait non, il n'y a pas d'effet report. En fait, ils regardaient le nombre de radiations, c'est-à-dire ils ne sont pas passés par les procédures collectives. Et finalement, dit BPI France, les zombies qui devaient mourir sont morts. Non, pas du tout. Tu crois pas du tout? Non. Les stats, ça y est, dans les procédures collectives, les stats dans les tribunaux de commerce. Ça remonte à 50 000. Ça remonte. Alors, il y a une rythme de 50 000 par an, mais c'est un rythme classique. Il y a une différence, Nicolas. Il y a une différence, c'est que on passe plus vite en liquidation judiciaire qu'en redressement judiciaire. Ouais. Donc, il y a le nombre qui joue, et puis il y a la nature de la procédure collective, puisque le droit français est bien fait dessus. On essaye d'être préventif, on rentre en amont, etc. Là, statistiquement, on voit qu'on passe assez vite en liquidation judiciaire. Donc, in fine, pour un même nombre, ça veut dire qu'il y en a moins qui vont s'en sortir avec un plan de continuation négocié avec les créanciers. Il y en a beaucoup plus qui vont être en liquidation directe. Et ça va avoir un impact sur la provision. Moi, je pense que donc en 2023, les banques vont être dans une situation beaucoup plus compliquée qu'en 2022. Ouais. Pour ce choc de taux que j'évoquais, ça, il n'y a rien. Plus, alors je rappelle que si vous prenez les chiffres de l'an dernier, BNP Paribas et Crédit Agricole, c'est vraiment l'activité qui les avait tirés et une maîtrise du risque. BPCE, mais surtout Société Générale. Le gros résultat de Société Générale l'an dernier, c'est très meilleur impact de la partie risque sur leur compte d'exploitation. C'est-à-dire que c'était presque des reprises de provisions. Donc tout ça, on ne l'aura pas. C'est d'évidence, on ne l'aura pas en 2023. Donc en 2023, donc ce qu'on verra dans les chiffres en Assemblée Générale de 2024. Donc on va encore être trompé parce que les chiffres 2022 affichés pendant ce premier quadrimestre 2024 seront bons, mais j'anticipe que choc des taux, risque, non-effet exceptionnel, on va avoir des chiffres des banques 2023 beaucoup plus compliqués. Alors pour ça, plus la partie Banque Centrale Européenne, les fameux LRTO dont on avait déjà ici parlé. Absolument. Une centaine de milliards par banque qui rapportaient 1%, 2%. Absolument. Alors, tu les as cités, comme par hasard. BPCE, Société Générale. 2 nouveaux patrons. Oui. 2 nouveaux patrons cadres, d'ailleurs. Je ne sais pas, est-ce que ça t'inspire un commentaire Oui, moi, je vais pas reprocher que des cadras arrivent. Et c'est pas mal quand même. À la tête. Toi-même, tu étais cadra, quand j'étais directeur général des caisses d'épargne. Mais alors, est-ce qu'il y a une tendance, une règle à en tirer sur l'ensemble des banques ou voir des chefs d'entreprise? Sincèrement, je ne crois pas. C'est les circonstances qui font qu'on avait des gens de qualité. Moi, ce que je retiens, c'est que si je regarde la dernière ligne droite pour BPCE, que je connais un petit peu mieux que les autres, franchement, le conseil de surveillance, il a eu la chance d'avoir en interne. Alors les deux viennent de l'interne d'ailleurs. Deux viennent de l'interne. La SocGen que. Oui, mais ça, je ne sais pas si c'est très bon ça. C'est bon. C'est en tout cas de montrer qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a qu'un grand groupe soit capable de générer en son sein
des gens qui ont fait un parcours. Nicolas Namias, il a commencé la direction de la stratégie. Votre serviteur est bien placé pour le savoir. Ensuite, il est allé, donc il était au niveau national, il est allé dans. Pourquoi c'est toi qui l'avais mis à la direction de la stratégie? Il est arrivé dans mes équipes quand il est arrivé dans mes équipes à l'époque, et vraiment déjà très 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 bon. Il a fait un aller-retour, donc il a une dimension de place qu'il connaît comme conseiller économique. Donc c'est quand même une belle chose. Et il dirigeait Natixis, il dirigeait la banque de gros, la banque d'affaires du groupe. La banque d'affaires du groupe, qu'il a redressé, il a traité H2O. Comme Laurent Mignon avant lui d'ailleurs, le précédent patron de... Il a traité H2O, et donc il connaît bien les caisses d'épargne. Donc c'est une bonne chose que le groupe ait eu plusieurs candidats qui avaient un parcours national dans les filiales, dans les structures, qui étaient tout à fait à même de diriger le groupe. Ça n'empêche pas que, évidemment, il continue à respirer pour renforcer en faisant venir du sang neuf en externe sur telle ou telle activité, tel ou tel métier. Mais il a eu le choix, et les deux groupes ont eu le choix, c'est plutôt pas mal. Mais ce sont des jeunes patrons. Alors, d'ailleurs, à Société Générale, il vient lui aussi de banque d'affaires. On va dire l'équivalent de l'activité de Natixis pour BPCE. Mais... Non, ça, j'en tirerais honnêtement, dans le cas particulier en tout cas. Aucune conclusion, on t'en tire. Non, ça n'est pas un parcours. C'est pas ça qui a fait. C'est pas le parcours, le fait que le dernier poste soit la BFI. Bien sûr, c'est une grosse filiale. C'était le cas il y a 20 ans, ça, en fait. Voilà, aujourd'hui, il a eu un bon parcours, il a toutes les qualités, parce que les caisses d'épargne, les banques populaires n'ont pas choisi leurs dirigeants en disant il faut qu'ils gèrent la BFI. Sinon, ils restent à la BFI, puis c'est tout. Non, ils l'ont choisi pour la stratégie. C'est quand même un sujet important, hein, le métier de banquier d'aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même chose. Justement, c'est ce que je te demande. Est-ce que patron de banque, on va dire ça comme ça, grand groupe bancaire, c'est un métier qui se transforme justement? Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est important qu'on génère les patrons en interne, parce qu'il y a moins de candidats passionnés par diriger une grande banque par rapport à ce qui était le cas il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Alors pourquoi ? Si je prends l'exemple, le cas particulier des banques européennes et françaises, d'abord on est sur un marché saturé. C'est compliqué de faire x2. Moi, je suis arrivé à la direction générale des caisses d'épargne, sous l'impulsion de Philippe Val, on disait x2. C'est pas le même projet. Quand vous réunissez toutes les équipes et que vous mobilisiez les commerciaux, vous êtes sur l'estrade, vous affichez une stratégie, un plan d'action, des décisions dans la foulée, et le but c'est de faire x2 et de partir à la conquête de la 3e place du groupe. C'est pas la même chose que de dire les gars, on va y aller, on va être les meilleurs, on va essayer de faire 3-4% de croissance et de se maintenir maintenir notre rang, etc. C'est comme les télécoms. Première chose. Ton industrie. Là, Donc première chose, le métier de patron des grandes banques, c'est pas la grande révolution. Donc il y a eu de capacité de transformation et d'imagination. Pas la même chose que si je suis banquier en Chine ou si je suis banquier. Bon. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu la stratégie à l'international. Donc le patron se disait, voilà, j'ai les fonds propres, j'ai un savoir-faire, je suis bien ancré dans mon territoire, je vais attaquer l'international. Là, ce qu'on voit, c'est retrait, tout le monde revient dans son pays. Pour la même raison, parce qu'à l'international, où j'ai un problème de droit, c'est-à-dire je vais en Russie, c'est un petit peu compliqué, je vais en Chine, c'est un petit peu compliqué. Donc les marchés qui sont en croissance, c'est pas complètement ma culture, je suis pas si fort que ça. L'Afrique, c'est compliqué. Bon. Donc je suis en train de revenir. Les banques reviennent sur leur territoire. Donc, deuxième axe, j'ai un marché saturé chez moi, je suis costaud, l'international est compliqué. Même BNP a largué les États-Unis, par exemple. Sa banque en Californie qui est le dernier exemple du meilleur de la classe. BNP est quand même dans une catégorie. Donc c'est quand même un signal très fort. Puis la troisième chose, c'est que là où on s'amuse, là où je veux dire au sens sérieux du terme, évidemment, du coup c'est le digital, c'est la transformation, mais ça pèse quoi dans le... On voit d'ailleurs qu'in fine, aucune des néobanques ne gagne de l'argent et n'arrive vraiment à émerger. Donc c'est intégré par les grandes banques, c'est les problématiques de data, c'est les problématiques digitales. C'est passionnant, mais ce n'est pas une révolution de la transformation qui va faire qu'une banque va disparaître dans les 3 premières ou pas. Ce n'est pas ça qui les différenciera pour que vraiment créer un grand écart. Et puis enfin, la dernière raison, c'est qu'on est dans un métier de plus en plus réglementé. Il l'a toujours été, mais il l'est de plus en plus. Et avec une présence physique.
Ce que les gens ne savent pas, c'est que la Banque Centrale Européenne, c'est pas on lui envoie un reporting et puis une fois par an on fait un petit point. Elle est dans les murs. Elle est dans les murs. Et vous devez, au niveau de la direction générale, lui consacrer du temps, expliquer pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça. C'est normal, hein, on gère une masse d'argent considérable, on sort de crise financière, on sort avec des... Il y a eu des... Mais c'est pas enthousiasmant à faire. Même si c'est pas légitime de dire que la banque commerciale est traitée de la même façon que les bouts que la banque d'investissement d'il y a 15 ans, quand elle déconnait complètement et qu'elle est partie en vrille. Mais la réalité, c'est celle-là. Tous ces paramètres alignés font que c'est un métier passionnant. Moi, ça continue à me passionner, évidemment. C'est pas du tout la même chose pour les grands dirigeants en termes de potentiel d'expression, en termes de liberté d'action, en termes de concurrence que d'autres secteurs d'activité aujourd'hui. Merci Nicolas. Nicolas Mérindol, donc, qui nous accompagnait sur Bismart. Évidemment, les retraites, c'est Emmanuel Grimaud. Salut Emmanuel. Bonjour Stéphane. Maximis Retraite, c'est pas une réforme, Emmanuel. Comment ça, c'est pas une réforme? C'est une réforme. Là, on a l'équivalent de ce qu'avait fait Woerth. Voilà, c'est pas une surprise. C'est pas la réforme systémique qu'on aurait bien voulu avoir il y a 2-3 ans. Mais c'est quand même une réforme puisqu'il y a un passage à l'âge légal à 64 ans. Ce qui est assez terrible dans ce que raconte, mais alors c'est là où toi tu maîtrises les chiffres parfois mieux que Bercy, sur les retraites. Dans ce que raconte Bruno Le Maire, c'est qu'il nous a donc donné une perspective 2030, avec encore un petit peu de déficit. Et franchement, tu te dis, mais alors les mecs... Parce qu'on va y avoir droit quand même à la colère sociale, comme ils disent. Tout ça pour ça. Je suis très déçu, je dois te dire, Emmanuel. Alors, ce qui est étonnant, bon, premièrement, tu le sais, moi j'étais partisan d'une augmentation du nombre de trimestres plutôt que l'âge légal, puisque l'augmentation de l'âge moyen de départ, il se faisait naturellement, avec toute la problématique de comment gérer les gens qui ont travaillé tôt. En fait, dans ce qui a été annoncé hier, in fine, il y a quand même beaucoup de mesures sociales. Énormément. Il y a beaucoup de paramètres qui font que le gain en milliards d'euros de je décale à 64 ans, si on a effectivement 40% des personnes qui partent à 62 ou avant, c'est beaucoup plus que les carrières longues actuelles. Sachant qu'en plus, il y avait effectivement déjà l'âge moyen de départ dans le privé, il est de 63 ans et 4 mois. Donc, effectivement, le gain in fine, il ne sera pas forcément colossal. Alors si, c'est toujours 10 milliards d'euros, mais ce n'est pas le bénéfice qu'on pouvait espérer. Attention. Mais il n'y a plus de gains. Moi, j'ai regardé les tableaux de Bercy. Dans ce qui a été publié par Bercy, on ne parle que des caisses de retraite et de la CNAV et des régimes de l'État. Ouais. Quand on touche 2 fois plus quand on touche 20 milliards de plus de cotisations sociales retraite, on touche également 20 milliards de plus de cotisations sociales, assurance maladie, CSG, CRDS, plus l'effet sur le PIB. Là, on est d'accord là-dessus. Donc, il y a quand même un gain collectif. Là-dessus, on est d'accord. Mais a-t-il eu raison de le faire ou pas ? Le gouvernement, depuis le début, a décidé de ne pas parler de ce sujet-là. C'est-à-dire de ne pas parler de ce que travailler plus améliore l'ensemble des comptes sociaux. Et des comptes fiscaux du pays. Sans doute parce qu'ils voulaient éviter une forme de confusion, parce qu'on les accusait au début de faire cette réforme des retraites pour des raisons qui n'étaient pas les retraites. Donc, OK, on laisse ça de côté. Moi, je regarde les tableaux de Bercy, je les ai notés. Effectivement, donc, tu as dispositif carrière longue, ceux qui ont commencé à 16 ans partent à 58, ceux qui ont commencé à 18 partent à 60, ceux qui ont commencé à 20 partent à 62, c'est ça, hein, c'est ça. Voilà. J'ajoute le minimum contributif, donc le minimum retraite, à 85% du SMIC. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, 1 200 € brut, mais ça va être évalué forcément, hein, ça va suivre. Et à l'arrivée, le chiffre que donne Bruno Le Maire, c'est, alors je ne sais plus si c'est 2030 ou 2035. C'est 2030. 2030, il manque... À l'équilibre, il manque 400 milliards, 400 millions, 600 millions. Qu'il faut aller chercher sur la caisse des accidents du travail. Oui. Alors, est-ce que c'est aussi un habillage pour justement dire qu'on ne va pas gagner énormément, etc. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est
le nombre de mesures sociales, parce qu'il y a plein d'autres choses. Il y a le minimum contributif, il y a les aidants, il y a des mesures pour les femmes, il y a le minimum vieillesse. Avant, il était récupérable sur l'héritage à partir d'une succession de 39 000 euros. Et donc, il n'était pas réclamé par beaucoup de personnes. Là, on passe à une succession de 100 000 euros. Donc, effectivement, on va avoir beaucoup plus de personnes qui vont aller demander un minimum vieillesse. Donc, il y a vraiment une dimension. On ne retient qu'une chose, on ne retient que le 64 ans. Mais dans toutes les mesures qu'on a à côté, on a une dimension qui est assez significative en termes de coûts, notamment. Mais qui est, là encore, pour la bonne chose. C'est vrai que des petites retraites à 800, 900 euros et les agriculteurs, il y avait un côté indécent. J'ajoute un point. Ces chiffres que nous donne Bruno Le Maire, c'est en prenant en compte une productivité qui augmente d'1% par an. Oui. À la limite, pourquoi pas. On n'y est pas. On n'y est pas, mais tu te dis que bon, allez, ok. Et 4,5% de chômage. On n'y est pas non plus. Et puis là, tu sais même pas comment on peut y être. On n'y a jamais été de... T'es pas déçu par l'ampleur du truc. Ça veut dire très clairement que, j'en sais rien, moi, en 2030, il faut y retourner. Peut-être pas dans 10 ans, il faudrait y retourner. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que si on regarde l'âge d'entrée dans la vie active, entre la génération née en 1950 et la génération née en 1960, en fait le nombre de trimestres à 30 ans, qui mesure justement l'âge d'entrée dans la vie active, on commence à travailler 1 an et demi plus tard, entre la génération 1950 et la génération 1960. 1960, c'est celle qui vient de partir l'année dernière. Ouais. La génération née en 1970 travaille et rentrée dans la vie active encore 1 an et demi plus tard. Ouais. Et après, ça se stabilise. Ouais. Ce qui veut dire que mécaniquement, entre les gens qui sont nés en 50, qui sont partis en 2012, et les gens qui vont partir 20 ans plus tard, il y a 3 ans d'obligation de travailler en plus, indépendamment de la réforme Touraine. Ouais. Donc, quand tu calcules l'effet âge d'entrée dans la vie active, d'une part, calendrier de la réforme Touraine, on a déjà effectivement cette obligation de travailler 1 an de plus pour la génération 1964, 2 ans de plus pour la génération 1968, 3 ans de plus pour la génération 1972. Absolument. Donc le 64 ans d'âge légal, là encore sur les cadres par exemple, ou sur les professions intermédiaires, il sera décalé probablement au-delà de 64 ans, puisqu'on est déjà sur un âge de départ moyen dans le privé de 63 ans et 4 mois. Et ça, est-ce que ça a été chiffré? Est-ce que ça ne peut pas être la bonne surprise dans 2 ans, 5 ans, 7 ans? Oui, mais c'est une question. Sachant qu'elle a dit... Enfin non, d'ailleurs, oui, non, ça ne contredit pas ce que tu dis. Mais l'autre point, c'est que donc c'est 43 ans de cotisation et jamais plus de 44. Oui. Voilà. Alors, personne ne travaillera plus de 44 ans. Le diable est dans les détails. Ouais. Et aujourd'hui, la carrière longue, pour y être éligible, en gros, il ne faut jamais avoir été au chômage. Tu as le droit à 4 trimestres maximum de chômage. Est-ce que ça ne va pas changer, ça? Et dans le document remis hier soir par le gouvernement, il est marqué « dans les conditions actuelles de la carrière longue ». Et si ça ne change pas, je pense que ça ne répond pas à cette problématique des personnes qui ont commencé à travailler très jeunes, parce que dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup de métiers, il y a eu des crises. Il y a eu un accident à un moment. Et ne pas avoir plus de 4 ans de chômage, plus de 4 trimestres, pardon, plus d'1 an de chômage quand tu as commencé à travailler à 18 ans, à mon avis, c'est très rare sur ce type de profession. Et ça, j'espère que ça fera partie des choses qui seront modifiées, parce que si on veut avoir cette règle des 44 ans qui s'applique, qui fait du sens, qui répond en partie aux demandes des syndicats, si on veut que cette règle puisse vraiment s'appliquer, il faut supprimer ce truc absurde qui est de dire si tu as été au chômage, t'es pas éligible. Oui, mais alors là, tu vas en rajouter, toi. C'est-à-dire, déjà, on n'est pas à l'équilibre. Et tu peux en plus en rajouter. Je pense qu'on ne sera pas à 40% de départ anticipé si cette règle reste en place. Je lisais là qu'aujourd'hui, les récents retraités, alors je ne sais pas sur quelle période se faisait l'enquête, on va dire 4-5 ans, c'était déjà 30% de ceux qui partent à la retraite qui liquidaient dans de bonnes conditions, hein, donc avec l'ensemble de leurs droits, avant 62 ans. Déjà 30%. Non, on est à 20-25%. On est à 25% qui liquident avant 62 ans, sur la génération sur les départs 2019. On est à 47% qui liquident à 62 ans et suivants, donc ça fait 62% qui ont liquidé avant la fin de leur 62e année.
Et on retrouve notre taux d'emploi qui est très bas, puisqu'effectivement, il y a 62% des gens qui sont à la retraite à 62 ans. Les femmes... Et là encore, hein, c'est les régimes spéciaux et la fonction publique qui font baisser la moyenne, Oui. puisque le privé, lui, il est à 63 ans et quelques. Oui. Les femmes, qui est un de tes grands sujets, hein, l'inégalité fondamentale du régime envers les femmes, ça ne change pas, ça? Sur les dates de départ? Oui, sur ce que tu me disais, c'est-à-dire, je me souviens plus, hein, mais en gros, je parle sous ton contrôle, une différence de cotisation de 2% Oui. peut amener une différence de pension de 30 à 40%. C'était ça, ton truc, hein? Ça, c'est pour les trimestres manquants. Absolument. Et c'est souvent les femmes qui ont les trimestres manquants. Et effectivement, c'est souvent les femmes. Alors, un point positif, normalement, c'est le minimum de retraite à 1 200 € qui, s'il s'applique au temps partiel, là, va être très efficace pour les femmes, les caissières à temps partiel. Évidemment, en carrière complète. Hein, donc, attention, la carrière complète, il faut avoir les 43 annuités. Ouais. Mais effectivement, ces retraites à 500, 600 €, c'est ça. C'est des personnes qui n'ont pas eu leur... qui étaient à temps partiel. Donc là, on peut avoir un effet très, très, très efficace. Même chose sur les chefs d'entreprise, les petits commerçants, les agriculteurs. Mais là encore, il y a un piège. C'est à condition qu'ils aient une carrière complète. Or, un commerçant, quand il avait une année en déficit autrefois, il validait qu'un seul trimestre. Et donc, je crains qu'il y ait beaucoup de commerçants et d'agriculteurs qui n'arrivent pas à leur carrière complète. Tiens, puisqu'on en parle, les régimes qui sont sauvegardés, il y a tes amis les avocats notamment là-dedans. Alors, j'ai noté ça quelque part. Ah oui, alors donc, régime sauvegardé, les marins, l'Opéra de Paris, la Comédie Française, les avocats et profession libérale. C'est-à-dire, c'est la CIPAV, ça, qui est C'est les professions préservée. libérales au sens large, en fait. Et donc, c'est la CIPAV. C'est la CIPAV. C'est la CIPAV qui est préservée, finalement. Oui, alors avec... Largement excédentaire, la CIPAV, hein, c'est ça. De grosses réserves, De attention. grosses réserves. Grosse réserve ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème dans le futur. Je comprends. C'est une question de démographie. Je comprends. Donc, elle n'est pas excédentaire, elle a de grosses réserves. Elle a de grosses réserves. D'accord. Et Et à un moment, on a soupçonné l'État de vouloir aller un peu piquer ses réserves. moi, sur ce sujet-là, tant qu'on me dit que j'ai acheté tant de points et que mes points valent, je ne sais pas, 3 €, les réserves, elles sont là pour pouvoir payer cette valeur de points à 3 €. Que les réserves, elles soient sous l'étiquette CNAV, État, CIPAV ou CNBF, pour moi, ça ne change rien. Si en revanche, on me dit ensuite, ah ben non, le point de CIPAV ou de CNBF, il vaut plus 3 €, il vaut que 2,40 € parce que l'État n'a pas les moyens, là, je me suis fait avoir. Ouais. Mais dès lors que la valeur de mon point elle est garantie, qui le paye, c'est pas, pour moi, c'est pas un sujet. Mais effectivement, il y a si c'est transféré du côté de la CNAV, tu vas voir que ta valeur du point, elle Alors, risque de il y a quelque chose que personne n'a soulevé encore. Alors, vas-y. C'est qu'il y a quand même un sujet, et je le dis parce qu'on est sur Bismart, c'est qu'il y a quand même, il est question d'une uniformisation et un travail sur les cotisations des professions libérales. J'ai vu ça, justement. absolument. Et en lisant la version un petit peu plus détaillée, donc on dit ils vont être éligibles, commerçants, professions libérales, indépendants vont être éligibles aux 1 200 € de retraite, mais en gros, même droit, même cotisation. Et alors là, nos amis avocats, pour le coup, vont descendre dans la rue, parce que si on alignait les cotisations des indépendants sur les cotisations du salariat, donc les fameux 28% de la réforme de Delevoye, là, ça serait très, très, très lourd. Oui, mais les avocats, ils ne sont pas au minimum retraite. Non, mais s'il y a une uniformisation des cotisations... Et ça n'est nulle part encore dans les textes que tu as vus hier. Non, ça n'a pas été annoncé. Ça doit être travaillé en concertation. Elisabeth Borne l'a dit. C'est une bombe potentielle, alors. Et ça doit être travaillé en concertation. Mais s'il y a effectivement... On a déjà eu une hausse de taux cette année, hein, notamment à la CIPAV. Donc là, il y a quand même un sujet... C'est quoi le différentiel entre le salarié et les indépendants ? Aujourd'hui, pour un coût employeur de 100, il reste 52 avant fiscalité sur le compte en banque du salarié. Aujourd'hui, sur la CIPAV, par exemple, l'année dernière, il restait 72. C'est énorme. Tu as 20 points de différence de prélèvement ? Oui. Il y a 20 points de différence de prélèvement. Ils ne peuvent pas rajouter 20 points de... Ben non, ils ne peuvent pas. C'est possible. Enfin, là, pour le coup, je serais peut-être... Dans la rue. Moi aussi. Non, avec les indépendants. Non, 20 points, tu peux pas. Non, c'est énorme, c'est énorme. Mais c'est ce qui avait... c'est surtout ça qui avait fait bondir les avocats il y a 3 ans. C'était l'alignement des cotisations. La capitalisation ? Je redonne le même chiffre. Tabou, fermé, interdit, n'en parlons pas. Oui, c'est pas évoqué, mais si on veut verser 30% des retraites en capitalisation,
il faut accumuler sur les contrats de capi 3 600 milliards. Mais il y a un moment, il va falloir commencer, Emmanuel. 150% du PIB. Mais oui. Les PER, PERP, etc., ça fait 20 ans que ça existe, alors ça a été accéléré par la loi Pacte, il y a 43 milliards d'encours. 1,2% de ce qu'il faudrait. Mais oui, mais c'est pas comparable. Donc, si tu fais la vraie réforme qui, à un moment, il faudra bien faire en disant, écoutez les amis, quand on sera 1 pour 1, la répartition, ça veut plus rien dire, donc il faut de la capitalisation, là, tu vas voir que tout le monde va se réveiller, parce que ce sera la condition d'avoir une retraite à peu près décente. On a une partie de la capitalisation qui est aujourd'hui en assurance vie, puisqu'il y a 1800 milliards d'encours en assurance vie, donc là, il y a un sujet. Mais effectivement, la capitalisation, c'est comme les régimes spéciaux, c'est la clause du grand-père, c'est un effet à 40 ans. Ben oui, mais la clause du grand-père, il commence. La capitalisation, il commence pas. C'est vrai, ça n'a pas été évoqué, voilà, ça reste tabou comme les régimes spéciaux et la RATP qui donc part à 56 ans. Je t'assure, le barnum qu'ils vont nous mettre, enfin on va voir, parce que peut-être qu'effectivement l'ensemble des mesures sociales va un peu désamorcer la colère syndicalo-politique, mais le barnum envisagé pour si peu de résultats, me déçoit je suis d'accord. Profondément. Il n'y a pas eu d'effet de surprise parce qu'effectivement, on l'attendait, c'était un petit peu acté que ça allait être 64 ans. 2, effectivement, on pouvait attendre un effet sur les comptes beaucoup plus significatif. Attention, c'est l'Agirc Carco qui, lui, va avoir un effet sur les comptes beaucoup plus significatif, d'autant plus qu'à ma connaissance, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il soit mis à contribution sur le financement des petites retraites et des fameux 1 200 €. Ce qui pourrait être donc là, l'Arco-Agirc va encore augmenter ses excédents. Très bien. Et ses réserves. Très bien. On pourrait en profiter pour mettre 1% sur la capitalisation. Oui, on pourrait en profiter, absolument. Merci Emmanuel. Merci Stéphane. Merci beaucoup Emmanuel Grimaud, donc le patron de Maximis Retraite. Et maintenant, on parle environnement bancaire. Bruno Grandjean, donc président du directoire de Redex, est avec nous. Salut Bruno. Bonjour Stéphane. Grande voix aussi, défenseur de l'industrie. Suivez Bruno sur Twitter. Tiens, on va... non, tout à l'heure, on enverra un de tes tweets. Un petit peu désabusé ces derniers temps, Bruno. Est-ce que je me trompe? Oui, parce que je le sens dans ce que tu écris, dans ce que tu envoies. On sous-estime ce qui se passe actuellement. On a l'impression que le monde entier est touché par une crise énergétique. Or, c'est une crise énergétique européenne. Et donc, l'industrie étant par nature en compétition avec les Asiatiques, avec les Américains, eh bien, on a un risque de déclassement, de décrochage. J'étais à Düsseldorf sur un gros salon et on se rend compte que les Européens ne croient plus en l'Europe. Donc un vrai problème. Ça veut dire comment est-ce que tu matérialises ce que tu viens de dire là, les Ça veut dire concrètement, j'étais à Düsseldorf au salon de l'aluminium. Donc c'est un de nos métiers. Et l'aluminium, il faut savoir que on dit souvent que c'est de l'électricité solide. On utilise énormément d'électricité pour faire de l'aluminium. Eh bien, la plupart des grandes sociétés aujourd'hui se disent que leur avenir, c'est d'investir en Amérique ou en Asie, voire au Moyen-Orient, où l'énergie est à un coût réduit, et les moyens ou petits industriels, eux, ne voient pas de voie de sortie. Ils pensent qu'ils vont être laminés, sans faire de jeu de mots, et qu'ils vont se retrouver en très grande difficulté. Donc il y a vraiment un changement de modèle, et une partie de l'industrie, tous les électro-intensifs aujourd'hui essayent de sortir de l'Europe, trouver un modèle qui leur permette de faire face à cette crise de l'énergie. La moitié des capacités de production d'aluminium en Europe sont à l'arrêt aujourd'hui. Aujourd'hui, toute la partie primaire, la partie où on transforme de la bauxite en aluminium, elle est à l'arrêt parce que ce n'est pas rentable. Certains m'ont dit que c'était plus rentable pour eux de vendre leur électricité, puisqu'ils ont des contrats, ils ont de l'approvisionnement d'électricité, ils le revendent sur le marché et tout le monde reste à la maison payé à ne rien faire. C'est plus rentable que de produire. C'est quand même le monde à l'envers. Parce que dans ces cas-là, ils le revendent à 500, 600, 700 € le mégawattheure. Exactement. Et ils mettent tout le monde en chômage partiel. J'ai lu, le chiffre était crédible, mais il est très impressionnant. Le différentiel énergétique dans les 2 ans à venir entre l'Europe et les États-Unis, c'est x7. Ah oui, l'énergie est 7 fois plus chère, l'électricité 7 fois plus chère. C'est bien ça qu'il faut comprendre, et c'est propre à l'Europe. Ce n'est pas le cas au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique. Donc ça veut dire quoi, Bruno? Ça veut dire que c'est la dépense publique qui doit compenser? Non. Toi qui es pourtant grand combattant de la dépense publique. Alors, il peut y avoir peut-être une réflexion sur ce sujet, mais le principal sujet aujourd'hui, c'est de démarrer Flamanville. Le principal sujet aujourd'hui, c'est de booster Total pour relancer de la prospection, c'est de diversifier nos sources d'approvisionnement
d'approvisionnement. C'est ça le grand sujet, c'est un défi industriel finalement. Le même que dans les années 70 avec la crise énergétique, mais à l'époque c'était un problème mondial. Aujourd'hui c'est un problème européen. Et donc il faut remettre des industriels et trouver des sources d'énergie alternatives. Oui, mais là, tu as un sujet là maintenant. Alors, il y a effectivement un sujet dans les deux, parce que cette crise énergétique, ok, elle est européenne. Et pourquoi est-ce qu'elle est européenne? Parce qu'elle est liée à la guerre en Ukraine et au gaz russe. Cet hiver sera difficile, l'hiver prochain encore pire. On n'en parle pas assez, mais l'hiver prochain sans doute encore pire. Après, c'est derrière nous. Quoi qu'il se passe entre la Russie et l'Ukraine, les voies de substitution auront été trouvées, Bruno. C'est vrai qu'il y a 2-3 ans difficiles et pourquoi pas faire appel à de la dette. Là, je me fais un petit peu mal, mais c'est vrai que ce qui part ne reviendra pas. Les savoir-faire seront perdus, on aura détruit du capital, on n'aura plus les machines, les équipements. Donc il y a sans doute 2-3 ans, et d'ailleurs c'est ce que fait l'Allemagne en injectant les 200 milliards. Ce n'est pas que pour le privé, c'est aussi, ce n'est pas que pour les particuliers, c'est aussi pour les entreprises. Avoir une période de transition dans laquelle on utilise de la dette à bon escient. Mais pourquoi est-ce que l'Allemagne peut le faire? Parce que justement, quand ça allait bien, ils ont réduit leur déficit pour avoir une capacité d'endettement pour passer les périodes difficiles. Ils ont fait beaucoup de bêtises sur du point de vue énergétique, mais au moins ils ont cette capacité à s'endetter pour traverser les crises qu'on n'a plus en France. Et c'est là qu'on est dans une situation très particulière, très difficile. D'autant plus difficile qu'on va se retrouver alors, on a parlé de ce qui peut se passer avec les États-Unis. Les Chinois ont d'autres problèmes, on va peut-être les laisser de côté, mais en tout cas avec les États-Unis c'est sûr. Tiens, autre chiffre que j'ai appris aujourd'hui, dollar fort, on dit dollar fort, 80% des importations américaines se font en dollars. C'est-à-dire, leur puissance est telle qu'en fait, ils arrivent à importer dans leur propre monnaie. Il faut se rendre compte de ça quand même. Mais là, il va y avoir distorsion de concurrence au cœur de l'Europe, là, Bruno. Ces 200 milliards, ils sont pour les Allemands. On ne va pas rentrer dans les détails sur ce qui ne marche pas sur la refonte du marché énergétique, mais ce sont les Allemands qui bloquent, parce qu'ils ne veulent pas subventionner l'électricité européenne, on va dire comme ça. Les Allemands sont le bon élève de la classe européenne. Ils ont fait ce qu'il fallait en période favorable pour faire des économies, de manière à avoir cette capacité d'endettement dans les périodes difficiles. Moi, je les comprends. Je les comprends. La France s'est toujours endettée. Quand ça va mal, on s'endette parce que ça va mal. Et quand ça va bien, on ne voit pas l'intérêt de se désendetter puisque ça va bien. Donc, on est dans un système à cliquet du toujours plus dont on n'est jamais sorti. Et finalement, on le paye aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il faut trouver sans doute des voies de substitution. Moi, je pense que la durée du travail est un vrai sujet. C'est pour ça que la réforme des retraites est impérative, d'ailleurs. Il n'y a pas que la réforme des retraites. Il faut dire la vérité aux Français. C'est une période qui réclame des efforts. Et là, on peut s'en sortir. Mais si on continue à faire l'autruche, je pense qu'on va dans le mur. Et rejeter la faute sur l'Allemagne me semble un petit peu léger, un petit peu irresponsable. Alors, tu n'as peut-être pas le temps, parce que... juste un mot quand même sur ton activité. Parce que c'est le paradoxe de... Redex va bien. Oui, alors nous on n'est pas électro-intensif. On utilise quand même pas mal d'énergie. Ça va rogner en grande partie sur nos marges. Et il y a un vrai sujet. Mais nous, on vend finalement du cerveau. On vend du bureau d'études. On vend... Et là, il n'y a pas d'effet de la crise énergétique. On est positionné sur des domaines qui fonctionnent bien, c'est-à-dire le travail des métaux. Or, toute l'industrie automobile aujourd'hui bascule vers l'électrique. L'électrique, c'est du métal, finalement, du cuivre, du lithium, de l'aluminium qui remplace le pétrole. Donc, pour nous, c'est une période fabuleuse. Mais par contre... on voit bien que ça ne durera pas éternellement, parce que même le véhicule électrique va être remis en cause si la crise énergétique perdure. Ce que tu me dis là, c'est juste une incise, mais tu parles de l'aluminium, etc. On parlait il y a quelques jours des fonderies. Tu te dis quand même, un certain nombre d'industriels, on peut se le dire, Bruno, se sont endormis à l'ombre des grands groupes, se sont pas remis en question. On est d'accord. Et ce que tu dis sur l'aluminium, ce que tu dis sur les métaux, etc., normalement, l'ensemble des fonderies des Vosges qui vivent un désastre industriel ne devraient pas le vivre. Alors, on est effectivement dans des métiers qui sont très fortement impactés parce que le basculement du véhicule thermique vers l'électrique, ça remet en cause totalement leur modèle d'affaires. Ça ne pouvait pas s'anticiper? Peut-être, mais il faut se mettre à leur place. C'est très compliqué de basculer, de pivoter sur des métiers où là, il y a la double peine, parce que non seulement il n'y a plus de commandes, mais en plus c'est des électro-intensifs, ces gens-là. Ouais, tout à fait. Donc très difficile. Moi je leur jetterai pas la pierre, honnêtement. Et c'est d'ailleurs au grand groupe, parce que quand on n'a que 2 clients, le client a une responsabilité aussi dans la visibilité, dans la stratégie, de vous donner des perspectives et de travailler en commun sur un basculement. Donc je serai un peu plus nuancé sur les fondeurs qui sont franchement un métier très difficile. CVAE, donc cette fameuse CVAE.
Oui, alors justement, quand on subit la crise actuelle, mais la moindre des choses, c'est de nous débarrasser du parasite CVAE, de cette sorte de sensu sur la valeur ajoutée. Mais alors raconte, parce que j'ai lu là encore sur ton compte Twitter, visiblement pour toi, il est particulièrement pervers. Mais il est pervers, c'est un symbole terrible. Mais c'est un symbole terrible de l'incompréhension. Ça n'existe qu'en France d'ailleurs, ce qui est très symbolique. Donc c'est l'ancienne taxe professionnelle, la CVAE. C'est même l'ancienne patente, en fait. Si on cherche les origines de tout ça, c'est la patente. C'est un impôt qui date de la Révolution, qui a été réformé dans les années début du XXe siècle et qui s'est transformé en taxe professionnelle. On taxait les machines. On a dit que c'était l'impôt le plus bête au monde. C'est Chirac qui avait dit ça, et il avait raison. Et au lieu de taxer les machines, on a taxé la valeur ajoutée. Il se trouve que c'est la même chose puisque les machines sont là pour faire de la valeur ajoutée. Donc l'industrie paye 2 fois plus que la moyenne des entreprises. Le secteur exposé est plus sollicité que le secteur abrité, si on peut l'appeler ainsi. C'est une hérésie. C'est une hérésie. Et au-delà des 9 milliards, c'est un symbole de l'incompréhension et du poids politique très faible de l'industrie. Vous n'entendez pas d'industriels dans le débat public parce que les grands industriels, ils ont leur business model qui est déjà mondialisé. C'est finalement un détail ce qui se passe en France. Et puis, ils sont toujours caricaturistes, toujours les méchants. Donc, ils ont renoncé à intervenir dans le débat public. Les petits ne sont pas audibles. Et du coup, on détruit l'industrie, c'est un symbole. C'est pas la CVAE qui explique la désindustrialisation, mais c'est un symbole du poids politique faible de l'industrie, de son incapacité à se faire entendre. Et finalement, tout le monde l'aime, l'industrie, mais personne n'y travaille. Et c'est une sorte d'effet de mode aujourd'hui, il faut quand même le dire. C'est ceux qui la connaissent pas qui l'encensent, l'industrie. En pratique, c'est un métier très difficile, c'est un métier très compétitif, un métier de long terme. C'est un métier dans lequel il y a peu de jeunes qui veulent aller. Et donc, finalement, la réalité aujourd'hui française, c'est que la compétitivité de l'industrie n'intéresse pas grand monde. Et cette CVAE en forme de symbole, parce que au regard des enjeux qu'on a définis tout à l'heure, ça n'est que 8 milliards, le prend pas mal. Non, mais ça justement. n'est que 8 milliards. Mais dont 25% pour l'industrie. Ouais, c'est quand même 2 milliards. Et pour toi, c'est un coup au plexus, quoi. En plus, c'est ça. Mais bien sûr, puisque on dit que ça va mal. C'est un diagnostic partagé. Ça commence à se savoir. Les Échos ont fait leur une là-dessus. Le premier des trucs, c'est qu'on dégage les 2 milliards sur l'industrie que personne n'a sur le dos. Ouais. C'est quand même la moindre des politesses, je dirais. Ouais. Si vraiment on s'intéresse à l'industrie. Ils vont me dire en face, l'histoire, Monsieur Grandjean, c'est que là, on va essayer au maximum de compenser votre facture d'énergie et on est à l'euro près. Ah oui, mais alors... Et attention, il ne faut pas caricaturer cette phrase parce que la pression, enfin on a vu ce qui s'est passé avec le UK, ça peut démarrer très très vite. Donc l'idée qu'ils disent qu'il est à l'euro près, peut-être qu'il faut le dire. Oui, mais alors, comparer la France à la Grande-Bretagne, non, c'est pas ce que je veux dire. En termes de modèle fiscal... C'est qu'ils préfèrent compenser ta facture d'énergie. Mais c'est très clair. L'État préfère prendre 100, vous rendre 10, 20, 30, et que vous disiez merci. Ça, c'est l'étatisme, parce qu'il faut les deux. Il faut supprimer la CVAE et il faut trouver des moyens que les électro-intensifs et même l'ensemble de l'industrie bénéficient de conditions relativement compétitives pour l'énergie. Donc il faut les deux. C'est pas l'un contre l'autre. Ça, c'est les vases communicants, c'est le gâteau qu'on découpe, c'est toujours cette image simpliste. Mais de toute façon, la CVAE l'a supprimée. Déjà, il y en a 25% qui revient automatiquement en impôt société. Donc, c'est pas un geste aussi fort que ça. En plus. On l'a bien vu, la première tranche d'impôt qui a baissé, ça a généré plus de revenus finalement que c'est la courbe de l'affaire dans la partie favorable, on va dire, aux finances publiques. Donc, il faut les deux. Il faut les deux. Et derrière, c'est le modèle français que l'on a derrière la fiscalité. C'est bien plus que les milliards. C'est-à-dire qu'on préfère produire des revenus stables à des collectivités locales, quitte à lentement détruire l'industrie. C'est ce choix qui a été fait. D'ailleurs, ça a été explicité. Il y a eu un rapport sur les impôts de production. Il disait clairement, quand la taxe professionnelle a été supprimée, on nous a demandé de trouver un moyen de produire des revenus stables pour les collectivités locales. Or, s'il y a bien un truc qui n'est pas stable, c'est bien l'industrie, très cyclique. Et donc, on a créé finalement une nouvelle taxe professionnelle, l'impôt le plus imbécile au monde, est resté en place jusqu'à aujourd'hui. Tu as, peut-être que tu l'as pas lu, mais il est très intéressant, la note du Conseil d'analyse économique sur la productivité. Oui, je l'ai lu. Je l'ai lu avec qui est quand même 10 ans de politique de l'offre, tu vois. Mais si, c'est quand même 10 ans de politique de l'offre depuis le CICE, oui, alors, et tu arrives à des baisses de productivité quand même. Alors, deux remarques. C'est pas tout à fait 10 ans de politique de l'offre, parce que les annonces
annonces, entre les annonces et les réalités, il y a un phénomène d'hystérésis, on pourrait dire, dans lequel les politiques sont très forts. 2012, quand on a le rapport Gallois et le CICE, l'impact pour la plupart des entreprises industrielles, c'est 3 ans plus tard. Pourquoi ? Parce que c'était un crédit d'impôt que vous pouviez toucher uniquement au bout de 3 ans. C'est vrai. Première chose. Donc, on va très vite dire la politique de l'offre ne fonctionne pas, alors qu'en fait, c'est les 10 milliards d'impôts de production. Ça n'a joué qu'en 2022. Donc, tout ça, c'est un effet retard. Donc, première remarque. Et puis, deuxième remarque, là où je vous suis complètement, il est clair que le carburant de l'industrie, c'est pas que l'énergie, c'est la matière grise. Et qu'aujourd'hui, cette baisse de productivité, cette baisse du niveau, c'est le problème essentiel. C'est le problème essentiel. C'est au cœur de cette désindustrialisation. C'est le grand problème français qui vient d'une baisse du niveau, mais aussi d'une baisse de la motivation de toutes les équipes. C'est l'économiste Patrick Artus qui martèle très régulièrement que notre principal déficit commercial, il est moins avec la Chine qu'avec l'Allemagne et l'Italie. C'est clair, c'est là qu'on pêche, et l'argent magique a fait beaucoup de mal. On sort de la crise du Covid, finalement affaibli, avec des équipes moins mobilisées, moins motivées. Finalement, rester à la maison, ça payait autant que de travailler, donc c'est un mauvais signal. Tu le sens chez toi, je veux pas... Alors, c'est toujours compliqué, mais tu sens, toi, aujourd'hui... Alors d'abord, difficulté de recrutement pour l'industrie, tu en as dit un mot, mais elles sont réelles. Ça, c'est clair. Peu de jeunes se tournent vers l'industrie. C'est vu comme finalement une sorte de punition, notamment la production. Ça n'a pas changé, ça. Ah non, être sur une machine, c'est toujours une punition. C'est terrible, terrible. On a des postes ouverts depuis des mois et on ne trouve pas. On est obligé de vraiment aller faire tout un boulot de communication au collège, au lycée, et ça va finir par payer. Mais il y a un tel problème de stéréotypes, notamment chez les enseignants. Ce qui est un peu logique, parce que l'industrie, ça a été de l'aliénation et de l'exploitation, ça a été très difficile. Mais cette image d'Épinal, elle reste au sein notamment de l'éducation nationale. Donc beaucoup de mal à convaincre les jeunes d'aller dans nos usines. Un vrai sujet, mais c'est vrai aussi qu'il y a un problème de motivation. Les formidables initiatives que vous avez lancées, que France Industrie a essayé de lancer, l'usine du futur, mais c'est un problème culturel. Ça ne fait pas évoluer les mentalités. Tout doucement, mais c'est un problème culturel très grave. Et d'ailleurs, parfois, il y a eu aussi des maladresses. Quand on explique que les usines, c'est fantastique, quand vous avez des urbains qui ont leurs enfants qui vont aller faire des carrières totalement déconnectées de l'industrie, mais qu'on fait des prises de parole là-dessus qui sont parfois excessives. C'est pas Alice au pays des merveilles, l'industrie. C'est de la rigueur, c'est du travail en équipe, c'est de l'apprentissage long, c'est pas non plus simple. Ça démarre à 7h30 dans une usine. Hein. Donc, je beaucoup de maladresses. Il y a eu des espèces d'envolées lyriques autour de l'industrie à un moment qui ont faussé le discours. On est totalement contre-productif quand on fait ça. Il faut expliquer la réalité qui n'est pas blanche ou noire, qui est plus complexe de l'industrie. Donc un vrai problème de communication. Et d'ailleurs, où sont les organisations professionnelles ? Où sont les leaders, les chefs d'entreprise pour s'impliquer ? On a un vrai problème interne dans l'industrie. J'en sais rien. De prise de parole. Il y a France Industrie, il y a l'UIMM, il y a etc. Je vous laisse juger. Ils ne parlent pas. Moi, en tout cas, je ne les vois pas, ou peu, en phase avec ce qui se passe au sein. Je vais jouer les poujadistes de service. Vas-y. Mais les petits patrons de PME de province, dont je fais un petit peu partie, on ne voit pas, on n'entend pas relayer ce qui est notre quotidien. Parce que là aussi, l'UIMM, c'est une très belle institution avec en région des formidables équipes, mais c'est aussi une bureaucratie parisienne, une sorte d'annexe de ministère du Travail qui nous fait des conventions collectives très complexes et qui finalement participent à ces difficultés de compétitivité qu'on a. Hein. Vous entendez souvent énormément de chefs d'entreprise caricaturer les fonctionnaires en disant ils n'ont pas de jour de carence, ils se mettent toujours en arrêt maladie. C'est vrai que dans l'industrie, il n'y a pas de jour de carence non plus.
dans la convention collective de l'UMM. Donc, il y a plein de domaines où, finalement, on râle beaucoup, mais en pratique, dans nos organisations professionnelles, cette révolution culturelle, ce besoin de retourner sur le terrain, de retrouver une vraie sincérité, c'est un peu perdu. Les grandes entreprises industrielles, celles qui, finalement, donnent le là, elles ont depuis longtemps changé leur centre de gravité. Il n'est plus en France. Il n'est plus en France. Donc, finalement, ce qui s'y passe n'est plus un centre d'intérêt. Tu sais, on va finir avec ça, remarque, Olivia Grégoire a donné une interview aux Échos il y a quelques jours, que j'avais, je ne vais pas dire tourné en ridicule, mais enfin que je brocardais un petit peu, où elle disait « Nous voulons 500 ETI en plus et l'essentiel du boulot a été fait puisqu'on a commencé à baisser les impôts de production, on a lissé les effets de seuil, on relance l'apprentissage. Il faut maintenant, disait-elle, et en fait elle a peut-être raison, je t'entends là, elle a peut-être raison, s'occuper de l'environnement mental des chefs d'entreprise. Elle disait, je veux soulager, elle disait, le premier sujet pour moi, c'est de soulager, donc elle pensait simplification, choses comme ça, l'environnement mental des chefs d'entreprise. En fait, elle a raison, Bruno. Oui, enfin, je ne sais pas ce qu'elle entend par environnement mental. Charge mentale, son terme exact, c'est charge mentale. Déjà, moi, quand j'entends un politique qui crée des ETI, moi, oui, mais alors, justement... qu'on nous fiche la paix, en fait, c'est ça le vrai sujet. C'est qu'on arrête de nous aider, qu'on arrête de nous accompagner. Et quand j'entends, parce que Bruno Le Maire avait fait la même chose il y a 3 ans, il veut des ETI. Il y a des gens qui veulent des ETI. Ils ont un désir d'ETI. Comme un désir. Le Mittelstand. J'ai un désir d'ETI. Mais ça se passe pas comme ça. La politique n'a rien à voir avec ce qui se passe. Pourquoi on crée des ETI? Parce qu'il y a des gens dont je fais partie qui se passionnent pour un sujet, qui montent une équipe, qui développent, qui partent à l'exportation, qui partent à l'abordage et qui y croient, parce qu'il y a une forme de mystique, parce qu'il y a quelque chose... Parce qu'en Allemagne, un patron exportateur qui a un bureau d'études et qui crée un produit, mais c'est un champion, c'est un modèle. En France, c'est quoi le modèle? C'est celui qui réussit en politique, c'est celui qui devient ministre. Il y a une erreur de valeur, il y a un problème de valeur derrière tout ça. Il y a un problème de fausses valeurs. Les véritables valeurs, en Allemagne, on comprend que quelqu'un, et sur Bismarck, on le comprend aussi, que quelqu'un qui développe une activité, moi j'ai multiplié par 6 le chiffre d'affaires de l'entreprise dans laquelle je suis, et j'en suis fier, et j'y passe toute mon énergie. Donc il y a un problème d'allocation de ressources. Finalement, il faut que les gens qui ont des capacités, ils aillent à la bagarre, ils aillent dans ces entreprises. Et c'est là qu'est le problème, je pense, français. Merci Bruno. Bruno Grandjean, donc le président du directoire de Redex, était avec nous sur Bismart. Voilà donc Bruno Grandjean qui était venu nous voir le 5 octobre dernier, mais les sujets industriels sont les mêmes aujourd'hui. D'ailleurs, on va faire une petite séquence industrielle en fin de semaine et la semaine prochaine, maintenant que la séquence retraite se termine. Voilà donc pour cette émission de Bismart. Merci de l'avoir suivi. Et puis on se retrouve demain, d'ailleurs, pour de nouvelles interviews avant de retrouver nos débats la semaine prochaine.